Nouvelle édition d'information sur la télévision Labari, tout de suite le sommaire. Contrôle de l'action gouvernementale par le Parlement, le ministre de l'Intérieur Hassim Massoudou interpellé aujourd'hui sur l'affaire dite révocation du président du conseil de ville de Niamey. Leonarda, oui, sa famille, non. François Hollande propose à la collégienne expulsée de revenir en France pour poursuivre sa scolarité. L'adolescente a décliné l'offre. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information. Le ministre de l'Intérieur, Hassim Massoudou, a été interpellé ce matin par les députés nationaux. Motif de cette interpellation, la révocation du maire central du conseil de ville de Niamey le 30 septembre dernier. Toutes les questions autour de cette affaire lui ont été posées. La synthèse avec Hassan Saleh Moustapha. 20 jours après la révocation du président du conseil de ville de Niamey, Oumar Moumouni Dogari, les députés ont interpellé le ministre de l'Intérieur pour savoir plus sur cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Qu'en est-il au juste s'agissant de la matérialité des faits ayant conduit à la révocation de Sir Dogari? Le conseil de ville, qui a la charge de gérer les affaires de la ville de Niamey, ne s'est-il pas prononcé sur cette affaire, comme l'affirme le porte-parole du gouvernement? Confirmez-vous devant la représentation nationale que tous ces actes reprochés à M. Dogari ont été faits par lui à l'insu des conseillers, donc sans délibération du conseil? Le contrôle de légalité que détient le gouverneur de la région de Niamey a-t-il été effectué? Si oui, quelles sont les conclusions? Quel préjudice la ville de Niamey a-t-elle réellement subi ou peut-elle subir dès lors que les biens mis sous hypothèque sont légalement inaliénables et insaisissables? Au vu des réponses aux questions précédentes, peut-on relever à la charge de M. Dogari une faute personnelle susceptible d'engager sa responsabilité personnelle dans cette affaire? Si oui, laquelle? La sanction infligée à M. Dogari se justifie-t-elle en droit au regard de son extrême gravité, mise en balance avec les faits qui lui sont reprochés? La procédure de demande de ces emprunts et de leur mobilisation a été irrégulière sur toute la ligne. Cet ensemble de manquements à la loi et au règlement débouche sur un endettement irrégulier de la collectivité territoriale, s'analysant en une faute de gestion prévue et sanctionnée au plan administratif. Je ne parle pas des autres plans, au plan administratif par l'article 63 du Code des collectivités territoriales à travers la révocation de l'auteur de tels manquements. Dans ces conditions, les actes posés par le président du conseil de ville de Niamey s'analysent comme un détournement des biens immobiliers de la collectivité, détournement ayant consisté en un changement de vocation de ces biens transformés en un instrument de mobilisation irrégulière de sommes d'argent. Le détournement de ces biens de leur vocation vise simplement à garantir un emprunt irrégulier et qui expose la collectivité et les dits biens à une saisie intempestive au terme d'un acte notarié taillé sur mesure pour atteindre ce but. Comme je vous avais lu, vous avez vu toutes les garanties que la banque a prises pour pouvoir mettre la main sur ces biens-là. Donc, c'est pour ça que nous parlons de saisie intempestive de ces biens au terme de l'acte notarié. En plus, cette inscription hypothécaire s'analyse en une manœuvre spéculative de l'affectation du terrain public. Quelques jours après la décision d'éjecter Oumar Moumouni Dogari de son poste, son parti, le Modern Fa Lumana, a attaqué cette décision. Le procès s'est déroulé le vendredi dernier. Le verdict sera rendu en principe ce lundi 21 octobre. Sur cette interpellation du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, restons encore un moment pour suivre la lecture particulière que cela a inspiré notre reporter présent sur place à l'hémicycle. Il s'agit de Issa Hamidou Meyaki sur des images de Ibrahim Abdou. Membres de l'Assemblée nationale peuvent également obtenir au moyen des questions... Pour le tout premier exercice de ce type, auquel est d'ailleurs soumis le gouvernement de l'âge ouverture,
Le député Bakary Sédou, qui n'est autre que le président du groupe parlementaire Modern Fall Lumana, a choisi d'interpeller non pas le ministre des Mines sur la relecture des conventions avec Areva, non plus le ministre de la Santé relativement aux pertes d'enfants dues à la malnutrition, encore moins le ministre de l'Enseignement supérieur par rapport à l'épineuse question d'inscription à l'université de Niamey et d'ailleurs, mais plutôt préférer s'intéresser au ministre de l'Intérieur et de la décentralisation afin de l'interpeller sur la révocation notifiée au président du conseil de ville de Niamey par une délibération du conseil des ministres. Si donc le député Bakary Sédou a opté pour cette voie et pas une autre, ce qui n'est nullement à lui dénier ou pire lui reprocher, c'est que certainement peut-être à son niveau, les situations se valent, certes, mais n'ont pas la même acuité et le même retentissement. Parler des ressources minières, oui, mais pas avant de vider la question du maire central de la ville de Niamey. Parler de la santé des enfants, oui, mais ça peut encore attendre après le cas d'Ogari. Et pourquoi prêter une attention particulière aux étudiants et aux scolaires interdits d'inscription ou prenant les cours à même le sol lorsque l'affaire d'Ogari n'est pas d'abord résolue? Ici, la priorité accordée à l'interpellation du ministre de l'Intérieur sur la question de la révocation du maire central de la ville de Niamey porte certes la signature du seul député Bakary Sédou, mais le fait qu'elle soit entérinée et passée en plénière lui confère ipso facto une responsabilité collective. Aujourd'hui, le fait à établir est celui-là. L'Assemblée nationale a inscrit sa toute première action de contrôle gouvernemental en faisant une sortie pareille et non pas une autre. Sa priorité des choses est donc bien claire. L'école, la santé, les mines, les hydrocarbures ont pratiquement la même importance que cette question qui nous a pris presque 5 heures d'horloge. Et puis, un regroupement d'organisations de la société civile et des acteurs indépendants ont rendu public une déclaration la semaine dernière. Un nouveau cadre qui s'est fixé plusieurs objectifs, dont un soutien aux actions du président de la République. Dans l'extrait que vous allez suivre, l'acteur de la société civile Inoussa Saouna justifie la création de leur regroupement et analyse l'initiative des autorités nigériennes pour une relecture du contrat qui lie l'État du Niger à Areva. C'est une coalition qui s'est donnée comme objectif la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance. Mais également, c'est des organisations de la société civile, comme vous le savez, ayant appartenu à la CFDR et donc participé à la lutte à l'époque contre Tazartse, mais au-delà, qui ont apporté tout leur soutien au président de la République à son temps, dans un contexte politique qu'on a aujourd'hui, qui apparaît un peu bouillant pour certains, mais moi je pense que c'est dans l'ordre normal des choses, de soutenir le président de la République par rapport à toutes les actions de développement en cours dans notre pays, de le soutenir et le gouvernement par rapport à l'initiative de réviser les contrats miniers afin de tenir compte à mieux des intérêts du peuple nigérien, mais également d'encourager à aller davantage dans la lutte contre la corruption, l'assainissement et tous les autres, en tout cas, travers qui entravent notre pays. En substance, c'est ça. Maintenant, le pourquoi, je vous ai dit que c'est d'abord des organisations et des structures pour la majorité qui ont appartenu à la CFDR, mais il y a eu d'autres forces qui ont décidé aussi de participer à cette déclaration et bien entendu bientôt cette coalition va se structurer et on va vraiment se mettre dans le travail de la société civile qui est donc d'être complémentaire aux actions gouvernementales et de critiquer quand il le faut, quand il y a des actions qu'on juge qui n'est pas en adéquation avec l'intérêt du Niger. Moi j'ai la ferme conviction que le Niger est un pays souverain, un pays démocratique. Nous avons toutes les
toute la souveraineté de négocier avec quiconque, même un État, à plus forte raison une société. Mais je pense que ce sont des questions à enjeu, surtout à enjeu sur le plan même international. C'est pourquoi je pense qu'il est nécessaire pour ça que tous les citoyens, tous les Nigériens apportent leur soutien au président de la République pour pouvoir faire aboutir cette révision-là, pour faire en sorte que l'intérêt du Niger soit davantage, en tout cas, renforcé. Rendez-vous donc demain pour suivre l'intégralité de cet entretien que nous a accordé l'acteur de la société civile Inoussa Sauna. Du sport dans ce journal, le volleyball Niamey qui va accueillir à partir de ce 23 octobre 2013 les éliminatoires zonales des mondiaux de volleyball. La fédération nigérienne de volleyball est à pied d'œuvre pour réaliser un succès tant sur le plan sportif et organisationnel. À cet effet, un point de presse a été organisé cet après-midi par des responsables de la FENI Volley. Issoufou Badar, il est le président de la fédération nigérienne de volleyball. Le Niger va accueillir du 23 au 27 de ce mois la phase zonale des éliminatoires des mondiaux qui va regrouper notre pays, le Nigeria, le Ghana et le Burkina. Il y a lieu de notifier que pour cette compétition, il y a eu d'abord une autre phase qui était sous-zonale. La zone avait été divisée en deux parties. Nous avons participé à la phase sous-zonale au Nigeria où on a fini deuxième. C'est les deux premiers qui doivent se qualifier à la phase zonale. Et de l'autre côté, c'est le Ghana et le Burkina qui ont fini en tête de leur poule. Ce qui nous a amené cette fois-ci à la phase zonale. Donc le choix de notre pays a porté sur le fait que l'une des phases sous-zonales a été organisée par le Burkina Faso et la deuxième par le Nigeria. Donc parmi les 4 qualifiés, il y a le Ghana et le Niger. Et le problème du Ghana, c'est qu'ils n'ont pas de salle pour organiser cette compétition. Donc d'où le Niger a eu l'opportunité d'organiser cette compétition. Donc pour une très bonne organisation, nous avons mis un comité qui est piloté par le secrétaire général, un comité d'organisation de cette activité, qui est en bon train, je pense. Les seuls problèmes qu'on a eu pendant toute cette période, c'est peut-être le lieu de compétition qui nous a fait perdre du temps, parce que la première approche était celle du Palais des Sports, mais notre directeur général du stade n'a pas voulu nous donner la salle pour raisons commerciales. Donc on se retrouve à l'Académie des Arts. Donc je souhaite vraiment que l'expert va homologuer la salle, parce que c'est aussi une de nos craintes. Et je profite aussi de cette occasion pour appeler l'ensemble de la population des Nigériens à venir supporter notre équipe pour une première fois se qualifier à la phase continue. Nous en venons à la partie magazine de ce journal. Elle est consacrée aux réponses du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Hassim Massoudou, sur plusieurs questions posées par les députés autour de cette affaire dite révocation du président du conseil de ville de Niamey. Bonne réception et bon week-end à tous. Bien, merci Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Merci donc à tous les députés. Les uns ont fait des contributions, les autres ont posé des questions et certains ont donné des avis que je ne partage bien sûr pas et auxquels je vais répondre. Donc je commencerai d'abord par répondre au président de l'Assemblée nationale sur des questions qui, à mon avis, sont des questions de fond. Et par rapport au prêt Exim Bank, de ce qu'il avait dit sur le prêt Exim Bank, je vais vous rappeler au président de l'Assemblée nationale que tous les prêts, toutes les conventions de prêt, il n'y a pas d'exception et il n'y en aura pas, sont soumises à l'Assemblée nationale pour adoption. Et cette convention, quand elle sera signée, elle sera ratifiée, soumise à l'Assemblée nationale pour ratification. Donc il n'y a pas d'exception, elle sera soumise ici. Et c'est justement ce que nous reprochons dans la première partie du reproche avant les hypothèques, c'est la régularité des actes. La procédure est irrégulière parce que le conseil de ville, les textes n'ont pas été respectés. Le conseil de ville, qu'on le veuille ou non, ne s'est pas prononcé selon la loi, selon les règlements, par rapport au prêt qui a été fait, et je l'ai expliqué en long et en large. J'ai cité les articles de la loi, j'ai cité aussi les articles des décrets correspondant des différents règlements. Donc c'est ça qui est en cause.
Parce que supposons que le gouvernement prenne un prêt sans que ce prêt ne soit ratifié par l'Assemblée nationale. Est-il valable ou pas? Quand on vous amène les conventions de prêt, on vous donne les montants ou pas? On vous dit les garanties ou pas? On vous dit comment c'est fait ou pas? Et à quelle destination c'est fait, on vous le dit ou pas? Donc vous avez ça, et c'est ça le Conseil de ville, c'est l'Assemblée de la ville. Et c'est ça la procédure qui n'a pas été respectée. Et en cela, tout détournement de procédure est une faute de gestion. Parce que, et je voudrais vraiment répondre de ce point de vue à ce niveau-là, le président de l'Assemblée dit que c'est au notaire de dire ce qu'il faut faire. Nous sommes le gouvernement, l'exécutif est là pour exécuter les lois de la République et faire exécuter les règlements de la République. Ce n'est pas au notaire de le faire. Ici, le notaire est en cause d'avoir ignoré la loi. La loi dispose qu'il y a certains biens immobiliers, aussi bien de l'État que des collectivités qui ne sont pas hypothécables. C'est la loi qui le dit, quelle que soit la raison. Que ce soit la loi de 2010, on dit que c'est une loi des époques d'une période d'exception, mais en réalité cette loi ne reprend que les anciennes lois de 2002, etc., de toutes les lois sur la décentralisation par rapport à ça. Cela a été constant. Deuxièmement, j'ai cité le décret de 2003, qui date de votre époque où vous étiez Premier ministre, et qui dit en ses articles 2, 4, 6, tous les éléments, toute la procédure à suivre, tous les éléments à produire, et dont le Conseil de ville doit prendre connaissance, dont le gouverneur, l'autorité du tel doit prendre connaissance pour autoriser un prêt. Tout cela a été violé sur toute la ligne. Voilà ce qu'on a dit, et ça, ce décret-là est avant cette loi de 2010. Maintenant, le président de l'Assemblée donne un principe en disant que s'il y a une loi ultérieure, toutes les dispositions qu'il y a avant cette loi sont caduques. Je veux lui rappeler que est-ce que les décrets et les dispositions qu'il y avait après la Constitution de 1960 sont valables? Est-ce que les règlements qu'il y a eu et les différentes lois qu'il y a eu après la Constitution de 1992 sont valables? Est-ce qu'on travaille avec ou pas? Est-ce que les lois qui ont été faites après la Constitution de 1999 sont valables? Donc je pense que là, il pose un principe de droit. C'est pour la première fois que j'entends ce principe. Et je pense que là, on est dans une situation où on doit tout remettre en cause. On ne saura plus sur quoi travailler, parce qu'on travaille sur des décrets et des lois qui datent d'avant la dernière Constitution. En ce qui concerne les biens non hypothécables, il s'agit non seulement des biens de l'État, qui doivent passer par la loi, c'est l'article 282 des biens publics, mais aussi, je continue, Monsieur le Président, une minute. Je vous écoute. Je voudrais vous rappeler les dispositions de l'article 182 de la Constitution, qui dit la législation actuellement en vigueur reste applicable en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution, sauf abrogation expresse. Donc, l'adapter les textes, quels qu'ils soient, décrets ou autres, aux dispositions et à l'esprit de la nouvelle Constitution est une obligation. Ce n'est pas un facultatif, comme la suspension. Donc je continue, Monsieur le Président. Je continue et je considère que vous avez énoncé un principe énorme. Donc je continue en ce qui concerne le notaire. Je considère que le notaire est en cause, mais d'autres s'en occuperont. Le notaire comme la banque. Et ici, j'ai cité le principe, le principe général, aussi bien énoncé par la loi que en son article 282, que par d'autres lois et par d'autres décrets, c'est que non seulement les biens immobiliers de l'État ne sont pas cessibles, sauf par le biais d'une loi, mais aussi les biens immobiliers privés des collectivités territoriales. C'est la loi qui le dit. Nous devons exécuter la loi. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez faire une proposition de loi pour la changer. Mais en l'État doit faire appliquer la loi et les règlements. C'est ça l'état de droit, c'est pas autre chose. Et évidemment, on ne peut pas décider à tout moment qu'on peut décider de se passer de la loi parce que la finalité est ceci ou cela. Troisièmement, quand on dit que les prêts ne concernent que les investissements, c'est la loi qui le dit. Et ici, il y a les facilités de caisse. Il y a les avances sur ceci, cela. Il y a les découvertes à... Donc tout ça, là, vous n'en avez pas parlé. Maintenant, je reviens sur les autres questions, et c'est ça la faute de gestion, dans la mesure où les procédures ont été violées, dans la mesure où les finalités ont été détournées. Il y a pas seulement l'hypothèque, il y a faute de gestion à ce niveau-là. En ce qui concerne l'hypothèque, il s'agit d'un détournement de vocation de ces biens.
C'est ça qu'on a visé à l'article 63, qui existait d'ailleurs au demeurant dans les autres codes des collectivités. Ce n'est pas seulement à l'occasion du code de 2010 que cette disposition est prévue. Maintenant, je reviens sur le débat et sur les questions qui ont été posées. Donc, il y a M. Foukori qui dit que l'autorisation de la gouverneure de Niamey qui autorise 2 milliards. Moi, je viens de la voir, cette autorisation, prétendue autorisation de la gouverneure, qui s'exprime sur les délibérations référence d'une lettre du 24 août 2012. Je doute sur cette autorisation, sur cette lettre. Je marque mon doute et je ferai une enquête. J'ordonnerai une enquête pour savoir l'authenticité de ce texte. Mais de toute façon, qu'il soit authentique ou pas, ce qui compte, ce n'est pas la lettre. Ce qui compte, c'est l'acte. Et il est là, ce n'est pas la lettre qui compte, c'est l'acte de contrôle de légalité. Il est là, je vous le donne, vous pouvez le chercher, parce que moi j'avais demandé tous les actes au niveau du gouvernorat qu'on me les donne, le contrôle de légalité, les différentes correspondances et les différentes délibérations du Conseil de ville. C'est tout ce que j'ai ici. Et il s'appelle contrôle, c'est un acte région de Niamey, contrôle de légalité de la gouverneure de la région de Niamey sur les documents des travaux de la deuxième session ordinaire 2012 du Conseil de ville de Niamey tenu du 16 au 20 juillet 2012. Et c'est à cette occasion que ces questions de prêt ont été... Il y a plusieurs, il y a des questions de budget, sur tout ça. C'est sur tout ça que cet acte a porté. Et là, il est clair, c'est pas une lettre, c'est toute cette forme-là que ça se passe. Et là, la gouverneure est claire, je vous l'avais lu tout à l'heure, sa conclusion est sans appel. Je vous l'avais lu, je vais vous faire l'économie, je vais lire juste la conclusion de cet acte. Ce n'est pas une lettre, c'est un acte. C'est un acte juridique qui est là. Et sa conclusion, c'est ça le contrôle de légalité, c'est pas par lettre que ça se fait. Sa conclusion est telle que les délibérations autorisant le maire de la ville de Niamey à entreprendre des démarches pour rechercher des financements ou obtenir des emprunts auprès des institutions financières de la place pour la réalisation des opérations d'investissement ne sont recevables que sous les conditions ci-dessus décrites et conformément aux lois et règlements en vigueur en la matière. Voilà sa conclusion. Et ça là, c'est ça l'acte. Ce n'est pas une affaire de lettres. Il dit que comment la banque demande toujours des garanties, mais la banque demande des garanties, mais elle ne peut pas demander des garanties sur quelque chose qui n'est pas hypothécable. C'est clair. Et c'est pour ça que la banque est en cause aussi, je l'ai dit. Il faut évidemment, d'autres instances vont s'occuper de ces questions-là, ce n'est pas la nôtre. Nous, on est dans le domaine administratif. Mais d'autres s'en occuperont, je vous l'assure, ce n'est pas terminé. Ça, c'est un volet. Il y a un autre volet qui va être actionné ou qui est déjà en train d'être actionné. Et je voulais dire à M. Foukori, on n'a jamais dit que les collectivités n'ont pas le droit de prendre des prêts. Je ne l'ai jamais dit, je ne peux pas le dire. On n'a jamais dit que les collectivités ne donnent pas des choses en garantie. Je ne l'ai jamais dit. Par contre, l'article 316 est très clair. Le voilà. Il dit que par dérogation au caractère exécutoire des actes prévus à l'article 312 du présent code, restent soumises à l'approbation préalable du représentant de l'État les délibérations portant sur, restent soumises à l'approbation préalable du représentant de l'État les délibérations portant sur les emprunts et les garanties d'emprunt. À supposer même les biens là soient hypothécables, peuvent être donnés en garantie. La procédure, cet article 316 prescrit qu'il faut soumettre ça à l'approbation préalable de la gouverneure. D'abord à une délibération qui n'a pas eu lieu, je le regrette. Jusqu'ici, on ne peut pas me produire une délibération du Conseil de ville sur ces garanties-là. De deux, ces garanties doivent être soumises à l'approbation de la gouverneure. Je ne vois nulle part, et le jour où nous le produira, on comprendra que ces garanties-là ont été soumises à l'approbation préalable de la gouverneure. Donc c'est pour dire que les lois et les règlements, nous sommes obligés, j'en viens à M. Issa Lamine, qu'est-ce que ça coûte de le faire? Nous, notre problème, M. Issa Lamine, c'est que nous sommes tenus d'appliquer la loi, de faire respecter la loi et les règlements. Ça existe, c'est ça la vie dans un État, tout simplement. Sinon, c'est la jungle. Si n'importe qui peut faire n'importe quoi, en jugeant que son action est bonne, on peut faire ça pour le bien public, en le jugeant soi-même, en dehors de toute procédure légale et réglementaire. À partir de ce moment-là, on n'est plus dans un État, à plus forte raison dans un État de droit. Mais nous sommes des garants de l'État, de l'ordre, et d'un État ordonné. Les dispositions qui sont prises, qu'elles soient justes ou pas justes, c'est la loi. C'est pour ça que je rappelais que l'action de la puissance publique, de toutes les autorités, qu'elles soient
de l'État ou des collectivités sont encadrés par la loi et par les règlements. Donc tout ce que vous dites, ça c'est votre point de vue, mais nous sommes tenus de faire appliquer la loi. Les immeubles sont vendus par le biais de la loi, article 282 du Code général des collectivités. C'est comme ça. C'est la loi. Vous pouvez la changer. Quand vous l'aurez changée pour dire qu'on peut faire n'importe quoi dans ce pays n'a pas besoin de loi ou de règlement, et bien ce sera la loi du pays. Un pays sans loi, monsieur Lamine. Ou ce sera la loi de la jungle. Ça aussi, ça peut exister, vous pouvez le proposer. Mais ce n'est pas notre vision des choses. Nous avons besoin d'un État ordonné, de lois et de règlements pour que l'État fonctionne, pour que les gens vivent en paix, pour que les citoyens puissent travailler et pour que le commerce se fasse, pour que la richesse soit produite. Voilà, monsieur Lamine. Ensuite, on m'a dit que pourquoi cette affaire s'est passée en 2012 et pourquoi c'est aujourd'hui qu'on réagit. Mais parce que c'est aujourd'hui qu'on en a eu connaissance. J'ai demandé à l'administration du ministère comment se fait-il que jusqu'ici, ce document, on ne l'a eu que récemment. Il y a une coïncidence. C'est peut-être pendant les périodes de crise que certains documents sortent. Mais on ne le savait pas. On n'en avait pas eu connaissance. L'administration du ministère de l'Intérieur n'en avait pas connaissance. J'ai posé la question. Personne n'en avait connaissance. Et c'est en ce moment qu'on voit un document comme ça apparaître. Il est apparu. Et au moment où on prend connaissance d'un tel document, c'est en ce moment qu'on agit. On n'a pas attendu pour agir. Voilà pourquoi. Maintenant, il y a M. Lamido qui s'inquiète. Je pense que il y a deux façons de s'inquiéter. Je comprends son inquiétude, elle est tout à fait légitime, qu'il y ait une application sélective de la loi. Je pense que nous ferons tout pour qu'il n'y ait pas cette application sélective de la loi. Le gouvernement s'engage et fera tout pour ne pas le faire. C'est pour ça que j'avais dit que s'il y a des cas similaires, nous appliquerons la loi de la même manière. Et vraiment, je le dis ici, devant cette tribune, devant la représentation nationale, et cette inquiétude est certainement justifiée si le gouvernement continue et si le gouvernement applique de manière sélective la loi. On a parlé de co-responsabilité, il n'y a pas de co-responsabilité. On m'a posé la question de savoir si ce n'est pas fait dans le cadre de Niamey-Niala. Donc je voudrais maintenant faire un petit retour. C'est que la plupart des routes qui sont en train d'être construites et qui seront construites à Niamey le sont par le gouvernement. Je veux que ce soit clair là-dessus. Faut pas... Le gouvernement le fait, continuera à le faire. Nous avons les financements acquis pour faire la corniche, pour faire les 2 prochains échangeurs. Et ensuite, nous sommes en discussion et nous aurons ces financements pour faire les 70 km de route sur Niamey. Cela aussi, c'est le gouvernement qui le fera. Et ce n'est pas un problème pour nous que les routes soient faites. Nous travaillons à cela et nous allons le faire et les gens le verront. Il y a une question qui nous a été posée par Mme Hambali. Avant Dogari, qu'est-ce qui se faisait par rapport à l'endettement? Je pense qu'avant, puisque la question n'a jamais été posée, avant ça se faisait selon la loi. J'imagine que ceux qui étaient là avant lui avaient fait des endettements en respectant la loi. J'imagine, parce que bon, je n'ai pas de cas, puisque la question n'a jamais été posée, sinon il y aurait eu des sanctions. Les sanctions n'ont pas été faites. Je fais crédit à nos prédécesseurs d'avoir fait appliquer la loi, et par conséquent, s'il n'y a pas eu de sanctions, c'est que, a priori, les gens respectaient la loi dans les situations d'endettement. Mais il y a une question... Donc, le monsieur Dogari a-t-il le droit de prendre des prêts auprès des institutions bancaires? Bien sûr, je l'ai dit, il peut prendre des institutions bancaires auprès des institutions bancaires dans 2 cas. Quand la procédure est respectée, c'est-à-dire le Conseil connaît les contours de l'endettement, le montant, les montants, les procédures, les garanties et tout ça, la gouverneure aussi, c'est-à-dire l'autorité de tutelle, et ensuite, avec des instruments bancaires agréés. Je vous donne un cas ici, par exemple pour ces facilités de caisse. C'est un endettement sur un an à un taux de 14%. Vous vous rendez compte? À un taux de 14%. C'est pas possible. Il y a des suites à une échéance aussi courte. Vous avez un taux aussi élevé. Bon, ça, c'est d'autres qui s'en occuperont. C'est pas nous. Nous, on est dans le cadre administratif, mais je fais juste cette réflexion à côté. Et c'est pour dire qu'il a le droit de le faire, mais il a le droit de le faire dans le respect des règlements, des procédures et de la loi par rapport à des institutions agréées. Et il n'y a pas que la caisse de prêt aux collectivités territoriales, hein. Il n'y a pas que l'ANFIX, son successeur. Il y a des institutions qui sont autorisées à le faire et à des taux tout à fait concessionnels. Ensuite, mais ce n'est pas le plus important, ce n'est pas que la banque ne soit pas agréée. Si ce n'était que ça, on a pris cette décision.
si ce n'était que la BESIC, mais c'est que c'est toutes les autres procédures et toutes les lois qui ont été bafouées ensemble et de manière concomitante et de manière délibérée. La preuve, c'est que là, la lettre dont je doute parle de 2 milliards. Il n'y a pas d'emprunt de 2 milliards qu'il a fait. On a la garantie, on a estimé ça à 2 milliards, ils ont estimé ça à 2 milliards 300 millions, les garanties. Les emprunts, pour le moment, tel qu'on les a vus, c'est 300 millions de facilités de caisse et 200 millions d'investissements. Voilà. Donc, par conséquent, mettre 2 milliards comme ça, il n'y a pas ça. Donc voilà ce qui a été, c'est les emprunts. C'est pour ça aussi que je doute de cette lettre. Il ne peut pas dire qu'il a eu une autorisation pour prendre 2 milliards. D'abord c'est 2 milliards 300, leur estimation, etc. Donc tout ça me fait douter de cela. Et de toute façon, à supposer même que cette lettre soit authentique, ce qui importe, ce qui est légal, ce qui compte, le document, c'est l'acte de contrôle de l'égalité. Maintenant, revenons à Niala. Moi, j'étais, comme le disait le directeur de cabinet, au cabinet du président, dont dépend le Niala. Je ne me souviens pas d'une réunion qui ait parlé de ce prêt. Je ne pense même pas, parce que Niala, c'est un programme bien plus important que ça, et qui ne parle pas de ces questions-là. Mais enfin, je crois que si la question, il faut poser la question au directeur, interpeller le directeur de cabinet pour qu'il vous fasse l'exposé des différents programmes de Niala à travers la commission, le commissariat Niala logé à la présidence. Mais je me souviens d'aucune réunion qui en ait parlé. La question fondamentale sur la décentralisation, où est-ce qu'on en est? J'ai entendu une déclaration qui disait qu'on a tourné le dos à la décentralisation. Eh bien, je peux vous dire ici, et c'est l'occasion de répondre à cette déclaration, que le processus est en cours. Nous sommes aujourd'hui à l'étape où il faut passer au transfert de compétences. Parce que ça n'a pas été encore fait. Nous héritons d'une situation où ce transfert n'est pas encore fait. Donc des ateliers sont en préparation et des décrets et des projets de décrets et de projets de loi sont dans le circuit pour préciser les questions de transfert de compétences. En son temps, vous en discuterez ici au niveau de l'Assemblée nationale. Donc ce processus est en cours, il est même en accéléré. Il a été gelé un moment. Mais nous l'avons trouvé, nous l'avons relancé, et je crois que le ministre délégué est là, le secrétaire général adjoint, ils y travaillent tous les jours. Et les projets de décret sont dans le circuit, ainsi que les projets de loi par rapport à ça. Et cela concerne bien entendu aussi l'Observatoire de la décentralisation. Il y a un projet de décret dans ce sens-là. Donc nous, ça ne nous gêne pas qu'il y ait une commission d'enquête sur la décentralisation. Au niveau du ministère de l'Intérieur, ce que nous avons demandé, c'est de faire le bilan de la décentralisation. Nous sommes là-dessus. Nous avons demandé à ce que le bilan soit fait. S'il y a une commission d'enquête du Parlement, ça participe de la même dynamique. Savoir où est-ce qu'on en est pour déterminer clairement où est-ce qu'on va. Et le reste, il y a les pratiques mafieuses à Niamey sur les parcelles. Donc, ce que je demande, c'est de nous envoyer les documents. Ceux qui ont des documents de ce genre, qu'ils nous les envoient, nous les transmettrons à qui de droit pour que les poursuites se fassent. Mais ce qu'il y a à savoir, c'est que l'inspection qui est en train d'être faite à Niamey, il a été convenu en Conseil des ministres qu'elle sera faite partout. Elle ne s'arrêtera pas à Niamey, l'inspection d'État. Elle sera faite dans toutes les mairies des villes et ça descendra dans les communes rurales. Donc voilà ce qui est en cours. Nous ferons notre inspection. Si d'autres veulent faire des enquêtes, c'est tant mieux.